Les premières monnaies seraient apparues dès le 7e siècle avant notre ère dans les cités grecques d'Asie mineure, et leur usage se répand lentement, au siècle suivant, dans tout le monde grec. Chaque cité se met à frapper sa monnaie. Dans la vie quotidienne, et particulièrement à la campagne, on continue de pratiquer largement le troc, mais la monnaie se généralise et s'impose de plus en plus. La plupart des pièces ne circulent que dans l'État qui les frappe, mais certaines sont diffusées dans toute la Grèce, comme les chouettes athéniennes, particulièrement appréciées et acceptées partout. Cette multitude de monnaies différentes a fait proliférer le métier de changeur, indispensable aux commerçants notamment qui voyagent beaucoup. Certains marchands malhonnêtes profitent de cette situation et utilisent les taux de change pour leurs propres intérêts, en jouant sur les taux les plus élevés. Les Grecs utilisent presque uniquement des pièces en argent, même s'il existe des pièces en or, les dariques, ainsi nommées parce qu'elles viennent de la Perse du roi Darius. À partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, les petites pièces en bronze se répandent à leur tour pour les usages locaux et les petites transactions. Chaque cité frappe sa monnaie avec un symbole distinctif. La chouette pour Athènes, une tortue pour Égine ou un dauphin pour Delphes par exemple. Les valeurs de base sont la drachme et l'obole. La première valant 6 de la seconde. Pour les sommes importantes, on fait le calcul avec des unités de compte pour lesquelles il n'existe pas de pièces. La mine vaut 100 drachmes, le talent en vaut 6000. Alors, difficile comme ça de se représenter à quoi ça correspond. Donc, essayons de nous mettre à la place d'un grec. À Athènes, pour survivre, au quotidien, il faut un minimum vital de 1 à 3 oboles. Une portion de viande bouillie, par exemple, dans une auberge, ne coûte qu'une demi-obole. Avec un salaire moyen d'une drachme, donc 6 oboles, pour rappel, l'ouvrier a de quoi vivre. Mais il est loin, très loin, d'avoir les moyens de se payer un esclave, par exemple, qui coûte au moins 70 drachmes. Sans parler de se faire construire une belle maison pour 3000 drachmes. Les Grecs ont recours aux banquiers pour les transactions importantes. Ces derniers remplissent alors 3 fonctions. Le prêt à intérêt, le change de monnaie et le dépôt de fonds. Ils exercent leurs activités sur les marchés et la longue table sur laquelle ils pratiquent, la trapéza, est à l'origine de leur nom, trapéziste. Le terme banqueroute vient d'ailleurs de cette époque, où le banquier renverse sa table sur la route lorsqu'il n'a plus d'argent. Les banquiers sont des hommes respectés, grâce à leur richesse, souvent très importante. Et ce, même s'ils sont souvent des métèques, voire des affranchis. Parmi les banquiers les plus fortunés d'Athènes, on retrouve en effet par exemple un ancien esclave, Pasion. Sa banque est la plus connue de toute la Grèce, et sa notoriété est telle qu'il est naturalisé citoyen athénien, sacrée ascension. Pour terminer avec eux, les banquiers ne se séparent jamais de leur abaque, sorte de tablette à calculer divisée en colonnes correspondant aux unités, aux dizaines et aux centaines. Ils poussent sur ces colonnes des jetons ou des boules à valeur variable qui permettent d'effectuer des opérations compliquées. Bon, on le voit, les Grecs ont un pied dans le monde de la monnaie, et donc aussi dans celui de la finance et de la fiscalité. Les Grecs prélèvent des impôts directs et la cité compte beaucoup sur la bonne volonté des citoyens les plus riches. Athènes, dont je prends beaucoup l'exemple, est un État extrêmement puissant, dont les revenus sont nombreux. L'impôt est fondamentalement pensé comme une ressource, bien plus que comme un instrument économique. Les revenus principaux relevant de la fiscalité sont les taxes prélevées sur les ventes et marchés. Nous pouvons y ajouter les frais de douane et péages, la taxe sur les esclaves, ainsi que les impôts payés par les étrangers résidant dans la cité. Il faut ajouter à cela l'argent des amendes, les revenus des enchères des biens saisis aux condamnés, ou encore les loyers et droits de pâture générés par l'exploitation de terres publiques. La cité effectue également, parfois, des emprunts auprès de particuliers ou des temples. Enfin, comme déjà dit,
Beaucoup de frais sont honorés par les citoyens les plus riches. Financer des travaux dans la cité est très bien vu dans les hautes sphères citoyennes. C'est un signe de richesse mise au profit de la cité. Et c'est d'ailleurs un très bon coup à jouer politique. On peut ainsi se prévaloir, dans un plaidoyer judiciaire ou un discours de campagne, d'avoir été généreux lors du paiement de telle ou telle taxe. Le paiement des taxes ne se fait d'ailleurs pas forcément en argent, mais également en nature. Pour finir, il ne faut pas oublier d'ajouter à ça les butins de guerre, qui peuvent vite représenter des sommes gigantesques en cas de capture d'un nombre important de citoyens adverses à marchander, ou alors en cas de pillage d'une autre cité. Le cas d'Athènes dans son âge d'or, celui qu'on va étudier dans les guerres du Péloponnèse, est particulier, car son principal revenu est le tribut payé par ses alliés. Athènes est à la tête d'une alliance, en réalité un empire, la Ligue de Délos. Nous y reviendrons, ne vous en faites pas. Le trésor de cette ligue est déplacé rapidement à Athènes. Il est sous sa protection et la cité peut y puiser à sa guise. Le trésor d'Athènes est divisé en 3 fonds. Celui du peuple, administré par de multiples caisses, employant d'ailleurs de nombreux trésoriers et receveurs tirés au sort dans les citoyens. Il y a également celui d'Athéna, les 10 trésoriers du Parthénon, choisis parmi la classe la plus riche des citoyens, gèrent les dons et les offrandes. Et nous avons enfin celui que nous avons mentionné, le trésor fédéral, qui était auparavant à Délos. Tous les mois, les trésoriers doivent présenter leurs comptes devant l'Ecclésia. Un collège de magistrats indépendants, tiré lui aussi au sort, examine les comptes et contrôle qu'aucune corruption ou détournement de fonds ne se soit dissimulé. Un directeur des finances, l'épimélète, est élu par le peuple pour 4 ans et coordonne l'ensemble de ces vérifications. Afin de se faire une idée, le trésor d'Athènes, à son apogée autour de 440 avant notre ère, aurait atteint 6000 talents, soit 36 millions de drachmes, de quoi construire 12 000 belles maisons. De manière générale, les traces de seulement quelques impôts directs nous sont parvenues. Le plus célèbre est l'eisphora. C'est un impôt exceptionnel qui est brandi en cas de guerre ou de grand péril pour la cité, et il est directement perçu sur le capital des citoyens. En général, quand il s'agit de trouver de l'argent, le premier levier et le plus sûr reste ce levier fiscal. Il n'existe pas à l'époque le principe de la dette publique, et l'impôt n'a que très peu d'alternatives en fait pour la rentrée d'argent. Il est vraisemblable que seules les cités minières peuvent se permettre un revenu suffisant pour reléguer les impôts au second rang. Les grandes cités portuaires ont également la chance de pouvoir compter sur le commerce et les taxes qui l'accompagnent. Mais très rares et incomprises sont les cités qui délaissent l'impôt. Comme aujourd'hui cependant, ça c'est une tradition aussi vieille que le monde, il est commun de penser au sein du peuple que la cité ne redistribue pas correctement les revenus perçus. On le voit à travers de nombreuses œuvres de théâtre très incisives, notamment celle d'Aristophane. Et pourtant, le trésor public n'est vraisemblablement pas avare. Il doit subvenir aux besoins de tous les magistrats et fonctions publiques, aux hommes de l'armée, aux pensions pour les invalides et orphelins dont le père est mort à la guerre, à l'organisation des fêtes religieuses, à la construction et à l'entretien des édifices, aux récompenses honorifiques et j'en passe. En réalité, les comptes tenus par les cités qui nous sont parvenus nous montrent que le budget est en constant flux tendu et que l'arrêt soudain de l'une des sources de revenus mettrait immédiatement en difficulté la cité. Chaque moyen d'entrée d'argent peut devenir un but de guerre stratégique et vital, souvenez-vous-en pour les guerres du Péloponnèse. Autre tradition bien respectée elle aussi, celle de la fraude et de l'évasion fiscale. Cette dernière est cependant alors légale. On peut citer le cas célèbre de Gorgias, qui séjournait que temporairement dans les cités afin de bénéficier du régime avantageux des étrangers de passage. On sait qu'il est courant de garder une partie de sa fortune en liquide, entre guillemets, afin de la rendre aphanès, invisible aux taxes.
En matière de fraude, on connaît de manière assez précise les manœuvres des fermiers qui dissimulent alors une partie de leur récolte, ou encore celle des artisans qui ne déclarent pas une partie de leur activité. Un dénommé Kerdon fabriquait ainsi des godemichers renommés Oblak. Certains tentent enfin de ne tout simplement pas payer l'impôt, car en effet le contrôle administratif n'est sûrement pas à la hauteur des ambitions des cités. On le voit, l'impôt est clairement l'une des sources principales d'entrée d'argent pour les cités. Mais l'exemption d'impôts et de taxes devient donc rapidement un outil très puissant. Une cité qui, comme Athènes, à son âge d'or, peut se permettre d'exempter certains marchands, par exemple, de tout un ensemble de taxes, eh bien, voit son rayonnement et son attrait devenir immenses. Voilà, on a vu l'impôt et l'argent, une ressource vitale pour les cités. Mais avant de nous quitter, il faut préciser un élément fondamental. Quand on parle de société grecque, il ne faut surtout pas réduire la fiscalité à sa pure fonction économique, mais s'intéresser à son rôle social. Ce dernier est très différent de notre conception moderne. Depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment en France, nous voyons l'impôt comme un ciment social qui responsabilise tous les membres de la communauté du pays autour de l'État. En Grèce antique, ce qui caractérise fiscalement la citoyenneté n'est pas du tout le fait de payer des impôts, mais au contraire d'en payer moins que les autres. Quand un citoyen, ou un étranger d'ailleurs, veulent mettre en avant l'importance de leur contribution à la communauté, ce n'est pas leur contribution fiscale qu'ils présentent, mais les rôles politiques, judiciaires ou religieux qu'ils endossent. Il semble que la fiscalité dans les cités serve avant tout non pas à souder la communauté, mais bien à ordonner les différentes catégories d'habitants, à définir de manière irréfutable le statut de chacun. Le statut de métèque, par exemple, dont nous avons déjà bien parlé lors de la première vidéo de la série, se définit avant tout par son rôle fiscal et les impôts particuliers qu'il paye, uniquement lui. Ressources financières plutôt qu'instruments économiques, moyens de différenciation statutaire plutôt que signe d'appartenance à la communauté politique, l'argent et l'impôt de la Grèce antique sont définitivement de nature singulière et font relativiser sur l'appartenance rêvée que certaines républiques, la française en premier lieu, s'imaginent avec la société grecque. Je vous remercie de votre attention, on avance plutôt bien dans la série et on commence à toucher aux sujets très concrets qui vont nous permettre de bien préparer la série sur les guerres du Péloponnèse. Prochaine étape, un élément incontournable pour comprendre l'état d'esprit des Grecs anciens, la philosophie et tout ce qui en découle. D'ici là, n'hésitez pas à rattraper les épisodes que vous avez manqués, à laisser un petit j'aime, à me suivre sur Instagram, et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.